Salut à tous. Il y a quelque temps, j'ai reçu un document assez complet. Il est temps que j'en parle. D'autant plus que vous savez à peu près qui je suis, d'où je parle, depuis ma dernière vidéo. Ce document, il concerne le CCIF. Alors, cette vidéo, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la réuploader, puisque je prends des risques en la faisant. Je prends des risques de censure, mais aussi de menaces. Donc je vous rappelle que vous avez le site nousvoulonsvivre.com, site sur lequel vous pourrez toujours me retrouver si jamais cette chaîne YouTube venait à fermer. D'autant plus que je vais donner des noms avec des photos. D'abord, commençons par la genèse du CCIF. Le CCIF a été fondé en 2003 par Sami Debat. Son appellation juridique exacte est ADDH-CCIF. Le CCIF répartit ses actions en 5 pôles. Le pôle observatoire répertorie et analyse les actes islamophobes qui dressent un rapport annuel les recensant. Le pôle communication rédige les contenus mis à la disposition du grand public ou de la presse et organise différents événements sur le thème de l'islamophobie. Le pôle juridique apporte conseil et assistance aux victimes dans la constitution des dossiers et l'accomplissement des démarches juridiques. Le pôle psychologique propose un soutien psychologique aux victimes qui le souhaitent. Et le pôle international qui s'occupe de toutes les relations avec les institutions internationales, organise des événements et fait le lien avec d'autres organismes en Europe et dans le monde dans le cadre de la lutte contre l'islamophobie. Cette organisation vise à museler tous les peuples européens qui chercheraient à se défendre contre l'islamisation de leur pays d'une manière ou d'une autre. Je vais vous démontrer que c'est un groupe de pression extrêmement puissant, dirigé contre les non-musulmans, contre les mécréants, contre les koufars, sur la terre de leurs ancêtres, sur leur propre terre. Donc sa création aurait été ainsi motivée par la non-reconnaissance de la réalité et des mécanismes de l'islamophobie, par les organisations antiracistes traditionnelles, telles que SOS Racisme, la LICRA, etc. L'ancien porte-parole du CCIF, Yasser Louati, déclarait à ce propos dans le cadre d'un entretien donné en avril 2016 « L'antiracisme traditionnel a failli. Les victimes d'islamophobie ont voulu reprendre leur destin en main, faire valoir leurs droits. » La création du CCIF surgit dans le contexte des débats sur l'interdiction du port de tenues et signes religieux ostensibles, comprenant le hijab, dans les établissements scolaires publics français, fin 2003, début 2004. Donc maintenant, on va regarder qui a permis le financement d'une telle organisation. Eh bien, on retrouve la Commission européenne, en prévision de l'année 2013, dans le cadre de la mise en place d'un projet de collecte des données sur les actes islamophobes dans 8 pays européens, conjointement mené avec d'autres associations. Le montant de cette subvention s'élevait à 48 446 €. Et puis il y a une autre source de financement, eh bien c'est l'Open Society Foundation de George Soros, donc du milliardaire spéculateur juif George Soros, qui a fourni 49 882 000 $. Donc voilà, Open Society, Union Européenne. Donc il faut aussi savoir que le CCIF est auditionné annuellement par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNDCH. Le collectif est aussi partenaire de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et membre consultatif du Conseil économique et social des Nations Unies depuis septembre 2011. Le CCIF met en avant sa participation à ces instances internationales qui prouveraient le sérieux de son action. Les statistiques du CCIF sont une référence au niveau européen et ont été utilisées et ou validées par des institutions auprès desquelles il est contributeur régulier. Le Conseil de l'Europe se base sur nos chiffres de son rapport. En complément de ceux du ministère de l'Intérieur, l'Agence des droits fondamentaux,
nous invite régulièrement à contribuer et à la conseiller pour ses projets. L'Organisation pour la Société et la Coopération en Europe valide et publie nos statistiques sur les crimes de haine chaque année et l'ONU reconnaît la qualité de notre travail puisque le CCIF détient depuis 2011 le statut spécial consultatif au sein du Conseil économique et social. Il faut aussi noter que depuis 2011, les dons versés au CCIF sont déductibles de 66% de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable, en accord avec la loi en tant qu'association loi 1901 reconnue d'intérêt général depuis juin 2011. Après 15 ans d'existence, le CCIF revendique le soutien de près de 15 000 adhérents, dont 8 000 auraient rejoint le collectif en juillet-août 2016 à la suite de l'attentat de Nice et de la polémique sur le burkini. La page Facebook du CCIF comptabilise près de 125 000 j'aime et son compte Twitter près de 35 000 abonnés. Donc, on se rend compte que les attentats, notamment l'attentat de Nice, a donné beaucoup de soutien, a permis beaucoup de soutien à cette organisation. Le CCIF parvient à salarier en septembre 2004, grâce au don reçu, un premier membre de son équipe, à plein temps, en la personne de Lila Charef, à l'époque responsable de son service juridique et à présent directrice exécutive depuis octobre 2017. 2 juristes seront embauchés sur la période 2009-2010. La plupart des membres de l'équipe actuelle ont été recrutés courant 2016, notamment suite à un afflux conséquent des nouveaux adhérents et de dons après l'attentat de Nice. Le CCIF peut aussi compter sur le travail de centaines de bénévoles et 15 antennes régionales sur l'ensemble du territoire français. L'association fait de la croissance du nombre de ses adhérents un enjeu crucial pour sa survie et son développement futur. Sur sa page Facebook, le CCIF affirmait ainsi en novembre 2017 qu'en décuplant le nombre d'adhésions, il verrait ses capacités d'action s'accroître et son poids auprès des autorités publiques largement augmenter, renforçant ainsi l'efficacité de l'association dans la lutte contre l'islamophobie. À 20 000 adhérents, le CCIF pourra obtenir son autonomie financière à 30 000, recruter une équipe spécialisée en communication, et à 40 000, recruter une équipe capable de mener la lutte contre l'islamophobie au niveau politique. Selon Bernard Godard, ancien fonctionnaire des renseignements généraux et spécialiste de l'islam en France, le CCIF est directement issu des jeunes réislamisés par les réseaux Frères musulmans et accompagnés par Tariq Ramadan. Premier de la liste, Sami Deba. C'est le fondateur et ex-président du CCIF. Né en 1971, Sami Deba a été dans les années 90 membre et prédicateur du Jamaat at-Tabligh, je ne sais pas si je le prononce bien, un mouvement ultra-fondamentaliste et prosélyte d'origine indo-pakistanaise. Ce natif de Garges-les-Gonesse fut l'un des organisateurs en Île-de-France des tournées conférences de Tariq Ramadan. Sami Deba a quitté ses fonctions de président du CCIF en mars 2017 pour se consacrer à sa campagne comme candidat sans étiquette aux élections législatives dans la 8e circonscription du Val d'Oise, où il s'est qualifié au second tour. Avec 13,9%, il a été battu avec 34,2% des voix face au député PS réélu François Pupponi. Donc maintenant, quelques citations de notre cher Sami. La France doit faire le choix entre 2 conceptions de la société. Celle que veulent imposer les groupes d'extrême droite et leurs relais de la droite populiste, et dans les groupes laïcistes, à savoir une société sclérosée, d'apartheid, à l'image de celle qu'a connue l'Afrique du Sud, ou bien celle de l'idéal républicain, où les libertés individuelles sont protégées et où toutes les croyances sont respectées, celle du vivre ensemble. Une autre citation. La France fonctionne au rapport de force. La communauté musulmane doit le construire, et je vous propose de devenir fort. 2 février 2013, à l'occasion d'un colloque organisé à Paris par l'UOIF en compagnie de Tariq Ramadan.
Autre personnalité, Lila Charef. Avocate de formation, Lila Charef a été le premier membre de l'équipe du CCIF à se voir salarié à plein temps, au poste de responsable du service juridique en septembre 2004. Selon l'ex-directeur exécutif Marwan Mohammad, elle a pris en charge dès 2005 les premières victimes et mis en place le cœur opérationnel du CCIF. Lila Charef a remplacé Marwan Mohammad à la direction du collectif en octobre 2017. Le 8 juillet 2016, alors qu'elle présente devant les instances de l'ONU les conclusions du rapport du CCIF, elle déclare « Nous demandons donc à la France de mettre fin à toute velléité d'extension de la neutralité religieuse dans l'espace public, ainsi que dans les espaces privés tels que les entreprises, comme tente de le faire l'actuel projet de loi El Khomri, car elle condamne la femme musulmane à une mort économique et sociale. » Petit aparté, aujourd'hui l'ONU nous impose d'accepter le voile intégral en France. Lila Charef fait partie des signataires d'une tribune publiée le 2 août 2018 dans le journal La Libre Belgique pour un collectif des femmes musulmanes européennes qui affirme que l'interdiction des signes ou vêtements religieux dans l'emploi ou le secteur public constitue une discrimination, que l'argument de la neutralité est souvent utilisé afin de discriminer de manière légale les femmes musulmanes, et que les États membres de l'UE doivent s'assurer que leurs pratiques et politiques promeuvent des lieux de travail et d'enseignement et d'espaces publics inclusifs, notamment en rejetant toute nouvelle proposition d'interdiction de signes ou de vêtements religieux dans l'emploi et ou le secteur public. Il est à noter que cette tribune s'appuie sur un rapport de l'Open Society, Justice Initiative, qui est un donateur du CCIF. Au suivant, Yasser Louati, 38 ans, ancien porte-parole et responsable du service international du CCIF, a quitté ses fonctions en juin 2016. Il est depuis chroniqueur sur la radio communautaire France Maghreb 2, et il tient aussi un blog hébergé par Mediapart et publie également des articles pour Middle East Eyes, Alternet, le Muslim Post et Al Jazeera. Dans un entretien donné à CNN le 23 novembre 2015, Yasser Louati déclare au sujet des auteurs des attentats du 13 novembre « Nous ne pouvons pas accepter l'idée que ces hommes sont des nôtres. Ils ne le sont pas. Ils sont juste le produit de nos sociétés exportant leur guerre à l'étranger, espérant qu'il n'y ait aucune répercussion sur notre sol. La France dispose de la plus grande minorité de musulmans en Europe et dans le même temps, elle a le plus grand nombre de lois qui ciblent spécifiquement la communauté musulmane et encore dans le même temps, la France a fourni plus de combattants terroristes étrangers qu'aucun autre pays d'Europe. Donc, il y a en effet un problème, mais ce problème est lié aux politiques étrangères et intérieures ratées. Marwan Mohammad, directeur exécutif du CCIF de mars 2016 à octobre 2017, après avoir été le porte-parole de 2010 à juin 2014, né le 13 septembre 1978 à Paris, d'un père comptable égyptien et d'une mère sage-femme algérienne, Marwan Mohammad a grandi dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, à Clichy et à Gennevilliers, tout en passant quelques années de son enfance en Algérie et en Égypte. On peut distinguer sur son front la zabiba, ou cale de la pierre, caractéristique des musulmans très assidus à cette pratique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est que les mecs prient en se tapant la tête contre le sol, et à force, ils finissent par avoir une marque. Je dis ça un peu en rigolant, mais c'est pas drôle du tout. C'est tellement qu'il prie, il se cogne tellement fort le crâne sur le sol qu'il en est marqué. Cet ingénieur en mathématiques financières et en statistiques de formation a été la véritable tête pensante et figure médiatique du CCIF. Marwan Mohammad a notamment travaillé 5 ans comme trader et a enseigné les mathématiques financières et l'éthique appliquée au monde de l'économie à l'école supérieure d'ingénieurs de Léonard de Vinci, dont il est diplômé. Marwan Mohammad a publié 2 livres,
Full Express, petit traité de déconstruction du monde financier, dans lequel il relate son expérience du monde de la finance, qu'il affirme avoir quitté pour des raisons éthiques. Avec des lecteurs de son premier livre, Marwan Mohammad fonde en 2011 l'association Full Express, qu'il préside. Cette structure s'occupe de soutien scolaire et organise des ateliers d'autodéfense intellectuelle, qui rassemblent un public tout à fait similaire aux sympathisants du CCIF. Les thèmes de certains articles publiés et événements organisés par Full Express laissent peu de doute quant au positionnement idéologique de cette structure. Cette structure a publié, entre autres, certains articles, dont celui-ci publié le 23 juillet 2016, qui, quelques jours après l'attentat de Nice, relativise le terrorisme islamique et met en avant l'idée de l'existence d'un racisme d'État. Tiens, on retrouve le racisme systémique, c'est-à-dire d'une discrimination structurelle et systématique qui serait pratiquée par l'État français envers les musulmans. On retrouve cette idée de racisme d'État à plusieurs reprises dans le dernier livre de Marwan Mohammad, où il est écrit par exemple qu'il s'agit de discrimination devenue routinière, de dénonciations abusives pour radicalisation de la part de fonctionnaires ou de dossiers d'abus liés à l'état d'urgence. Ce sont bien les moyens de la puissance publique, police, éducation, santé, services sociaux, qui sont utilisés pour cibler et contrôler des personnes dont le seul tort est leur degré d'islamité. Il existe bien, entre le niveau le plus élevé de l'État et les fonctionnaires qui se rendent fautifs de comportements délictueux, une continuité institutionnelle. Lorsque ces comportements ne sont pas sanctionnés ou empêchés par une politique de prévention, on peut aussi y lire ceci. Et justement, dans ce monde réel, la centralité du rôle de l'État, dans l'émergence ou la continuité des pratiques racistes les plus structurelles, apparaît incontestable. Nous constatons, à tous les échelons de l'intervention du CCIF, l'existence de mécanismes de validation institutionnelle de la discrimination islamophobe, de même que pour d'autres formes de racisme structurel. Ces mécanismes font système, par leur continuité dans le temps et leur relative consistance, qu'il s'agisse de la définition des politiques publiques, de leur mise en œuvre administrative. C'est une personne qui, à force de se taper la tête contre le sol en priant, a une marque sur le front qui dit ça. Et ce genre de propos, on les entend aujourd'hui dans les médias. Racisme systémique, etc., etc. Marwan Mohammad est anglophone, donc il est intervenu régulièrement dans les médias anglo-saxons, CNN, BBC, World, sur le thème de l'islamophobie. Il s'exprime aussi sur le canal anglophone de la chaîne qatari Al Jazeera. De septembre 2014 à février 2016, Marwan Mohammad est le conseiller chargé des questions d'islamophobie auprès du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, un service de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. Il quittera ce poste en mars 2016 pour devenir directeur exécutif du CCIF. Cette position aura permis à Marwan Mohammad d'instruire le procès de la laïcité à la française au sein d'une organisation internationale. Vous voyez, ces gens ont des ramifications dans les institutions internationales pour faire condamner les Français dès qu'ils essaient de réagir, dès que vous essayez de vous défendre. Le 8 juillet 2016, l'ex-ministre des Familles Laurence Rossignol a été sommé de répondre devant les instances de l'ONU, à Genève, aux accusations développées par le CCIF dans un rapport de 44 pages relatif à la période 2014-2015. Être musulmane aujourd'hui, en France, les femmes, premières victimes de l'islamophobie. Wallah. Bon, je vous passe les détails du rapport, je pense que tout le monde aura compris l'objectif. De façon générale, Marwan Mohammad a recours à une rhétorique droit de l'hommiste, qui lui permet de dissimuler sa légitimation de position intégriste, soit un vernis de défense des libertés individuelles. Par exemple, le 2 octobre 2016, lors d'un débat organisé par l'IEP de Paris avec Jean-François Copé, questionné par son contradicteur sur la polygamie,
Marwan Mohammad répond « Je ne me prononce pas sur des questions qui ne me concernent pas. Je ne suis pas imam, donc je ne me prononce pas sur des sujets qui ne me concernent pas. À titre personnel, je ne cautionne pas la polygamie. Je ne la pratique pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne condamne pas la polygamie. Je ne m'ingère pas dans les questions de couple, de la manière dont les gens vivent. On vit dans une société où les gens choisissent d'avoir 1, 2, 3 partenaires sexuels. Ce n'est pas la question du CCIF. Je ne condamne pas les choix personnels des uns et des autres, d'être homosexuel ou d'être polygame, ou de se marier à 2 ou à 3, ça ne m'intéresse pas. Les gens choisissent d'avoir autant de partenaires sexuels qu'ils le veulent. Ils peuvent se marier et formaliser ces relations-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est aussi une personne qui dénonce l'assimilationnisme français. Il l'écrit dans son livre. L'injonction d'assimilation, en plus d'être un non-sens sociologique et politique, est tout simplement préjudiciable, non pas aux seules personnes à qui elle s'adresse, mais au pays dans son ensemble, en ce qu'elle le prive de la conscience critique et progressiste de ses citoyens. La découverte, 2017, page 144. Il a aussi déclaré le 13 juin 2014 à Chartres pour la Plume, Chartaine, qui est une association communautaire musulmane, tout le mal qui pensait de l'assimilation parce que c'était abandonner sa culture, ses vêtements, ses codes, etc., etc. Et il a fini par se mettre en congé de la direction du CCIF depuis octobre 2017. Cependant, il poursuit son action sous une autre forme. Par exemple, le 8 avril 2018, il animait une masterclass avec l'association strasbourgeoise Abyssinie autour de son livre « Nous aussi sommes la nation » qui s'intitulait « Comment répondre à l'islamophobie ». Bon voilà, je vais pas vous faire tout son pédigré puisqu'il est suivi 18 avril 2018, discussion publique co-organisée par le CCIF, 3 juin 2018, il est intervenu dans un séminaire, 24 juin 2018, etc., etc., etc. J'ai toutes les dates, je vais pas vous faire tout son parcours. Quelques citations parce que ce personnage est quand même particulièrement intéressant. Dans son premier livre, Full Express, petit traité de déconstruction du monde financier, Marwan Mohammad écrit « Je considère depuis ma carte d'identité française comme une carte orange qui facilite mon passage aux frontières et réduit les délais d'attente à l'aéroport. Ni plus, ni moins. Mis à part les hommes et les femmes qui s'y trouvent et qu'elles broient chaque jour pour les défaire de ce qu'ils sont, les renvoyant au besoin s'ils ne sont pas solubles dans la nouvelle identité nationale, la France ne veut ni ne peut plus dire grand-chose depuis qu'elle a craché sur sa propre devise. » Voilà quelques-unes de ses meilleures déclarations. Je me permets parce que c'est quand même pas n'importe qui, c'est des gens qui touchent des sommes d'argent considérables, qui ont de l'influence dans les institutions internationales, qui passent à la télévision, donc quelques-unes plutôt pas mal. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai marre de voir des néo-harkis me représenter à la télévision. On a des problèmes avec l'islam, on a des problèmes idéologiques, on peut en parler de ces problèmes, on est ok pour discuter de ça. Mais par exemple, un problème idéologique, c'est que voilà, une population qui n'a pas envie de se soumettre. Se soumettre à quoi? Au mode de vie tel qu'il est pratiqué ici? Voilà des gens qui ont dit non, ma femme ou ma fille ne sera pas un objet sexuel dans cette société. Elle ne se mettra pas à nu pour vendre du yaourt. L'islam est un mode de vie global. L'islam dicte la façon dont on se comporte avec nos épouses, avec nos voisins, avec l'environnement, avec nos collègues, comment on fait les affaires, comment on va à la guerre, quand est-ce qu'on se défend. Qui a le droit de dire que la France, dans 30 ou 40 ans, ne sera pas un pays musulman? Qui a le droit? Personne dans ce pays n'a le droit de nous enlever ça. Personne n'a le droit de nous nier cet espoir-là,
de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Personne n'a le droit dans ce pays de définir pour nous ce qu'est l'identité française. Donc voilà, j'espère qu'il y en a certains qui commencent à comprendre pourquoi je parle régulièrement de religion dans mes vidéos. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à la visiter puisque ce ne sont pas des vidéos d'actualité que je fais. Ce sont des vidéos de formation, mais surtout des appels à l'action. Tiens, celle-là, c'est une déclaration que je trouve intéressante de Marwan Mohammad, 28 août 2016, mosquée de Tremblay en France. Écoutez bien, les musulmans et les musulmanes sont des hommes et des femmes libres. Ils n'ont besoin de la permission de personne pour savoir comment s'habiller. Ils n'ont besoin de guidance et des ordres de personne pour savoir comment s'organiser, comment construire leur mosquée, comment les financer, comment construire des activités éducatives. Personne. Et personne n'a de tutelle sur les musulmans. Personne. Et si on veut être capable d'imposer ce discours, de préserver ses libertés, de rester autonome et libre, il faut qu'on s'en donne les moyens. Ces moyens-là, c'est aussi d'être capable de se mobiliser politiquement. Écoutez, parce que ça, je pense que de notre côté, il faut que nous soyons capables de le faire. Pour l'instant, nous sommes trop individualistes, nous ne sommes pas structurés, les gars. Être capable de se mobiliser autour d'une cause pour une adhésion au CCIF et par le soutien à un projet, c'est une action politique. Être capable de mener une mobilisation en envoyant 1000 courriers, 2000 courriers, 5000 coups de fil à tel élu dont on considère que le comportement a été problématique, c'est une action politique. Il a parfaitement raison. Plus on sera efficace et on pèsera politiquement sur le plan citoyen, plus ce sera difficile pour des élus de nous maltraiter et de nous mettre à l'index. Une autre petite déclaration, journal Le Monde, 31 octobre 2016, que je trouve, moi, par rapport à mon vécu, très emblématique. Très emblématique. Le discours politique s'adresse aux musulmans comme si c'était à la frontière en leur disant « Si tu veux venir en France, c'est comme ça que ça se passe. » Sauf que nous sommes nés ici et que nous définissons l'identité française comme n'importe qui d'autre. Cette identité n'est ni monolithique ni figée. Pourtant, on nous nie le droit d'en faire partie. Or, l'islam est une religion française, le foulard fait partie des tenues françaises et Mohamed est un prénom français. Ça c'est très intéressant parce que dans les quartiers, aujourd'hui c'est ça le discours qu'on entend. C'est l'islam est français et vous allez vous plier. Sauf que, faut pas oublier qui est derrière. Souvenez-vous, les financements au départ. Quelques petits tweets. La laïcité, vous l'avez compris, la laïcité, c'est d'accepter l'islam dans l'espace public. Pas le christianisme, hein. Tu dégages. Les crèches dans les écoles, dans les mairies, ça dégage. Et on construit des mosquées. C'est ça la laïcité. Donc maintenant on passe à une autre partie, c'est les liens du CCIF avec l'islam radical. Donc sur cette photo on voit Rachid Abou Oudaifa à droite, accueillant Marwan Mohammad pour une conférence. Donc Rachid Abou Oudaifa, de son vrai nom Rachid LJ, ou LJ, je ne sais pas comment on prononce exactement, considère par Sami Débat comme un personnage public de renommée, de grande qualité. Donc, qui c'est un prédicateur salafiste. Il anime une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 20 millions de vues cumulées. Dans une vidéo postée sur son site en 2014, il déclare devant un public d'enfants qu'écouter de la musique c'est un grave péché. C'est écouter Shaitan, le diable, qu'Allah n'aime pas la musique, car c'est ce que le diable aime. Et que ceux qui chantent, le prophète a dit qu'ils seraient engloutis sous terre, ils seraient transformés en singes ou en porcs. D'ailleurs, cette vidéo a ressurgi sur Internet un peu après les attentats du 13 novembre 2015 et qui va être très rapidement supprimée par l'intéressé. Alors en juillet 2012, Rachid Abou Oudaifa met en ligne une vidéo dans laquelle on le voit accroupi au fond d'une tombe dans le carré musulman du cimetière de Brest. Donc c'est à Brest, d'accord ? C'est pas en Irak ou en Syrie.
Et il y affirme qu'il ne faut pas s'accrocher à la vie ici-bas. Il y a ceux qui essaient de faire du mal aux musulmans, ils désignent la tombe où ils se trouvent et ajoutent « c'est ça qui vous attend ». 20 millions de vues cumulées, hein, le garçon. Et vous, dans les commentaires, vous êtes toujours... On a à m'emmerder parce que sur tel point, vous n'êtes pas d'accord. Et les gars, va falloir mettre le moteur en marche, il va falloir qu'on commence à s'organiser. D'accord ? C'est pas normal qu'un type qui raconte des choses comme ça fasse en France, parce qu'il parle en français, donc la francophonie, 20 millions de vues cumulées, alors que quelqu'un qui explique les choses calmement, qui dit des choses sensées, un minimum, lui c'est, 3000 abonnés. Bon, d'accord. Ok, on est bien parti, hein. On est bien parti, là, je sens qu'on est bien organisé, il n'y a pas de problème. Lors d'un prêche filmé, Rachid Abou Hudayfa a aussi déclaré « Et où est ton hijab quand tu sors en disant « Ici, moi j'ai de la pudeur, où est ton hijab ?» Comment une femme peut dire « Moi je suis une femme qui a beaucoup de pudeur » alors qu'elle sort de chez elle sans hijab? Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, qu'elle ne s'étonne pas que les gens, que les frères, que les personnes qui font partie, même des hommes, et que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, abusent de cette femme-là, en la négligeant, et l'utilisent comme un objet. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les quartiers. Ne vous en déplaise, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de quartiers. Donc voilà, je vous fais pas toute la liste. Ce garçon a quand même fini par être perquisitionné dans le cadre de l'état d'urgence le 20 novembre 2016. Et à ce moment-là, le CCIF s'est mobilisé en sa faveur. Au suivant, Nader Abou Anas. Donc Nader Abou Anas est conférencier à la mosquée Al-Iman du Bourget et président de l'association Déclic, créée en 2010 à Bobigny. C'est une association de formation religieuse et d'entraide communautaire. Donc il se présente comme un demandeur de science. Il fait des déclarations assez intéressantes sur les hommes et sur les femmes. Par exemple, celle-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Les hommes ont autorité sur les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse, c'est celle qui obéit à son mari. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, la femme ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. Sa place à la base, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixée dans le Coran. Il a dit « Restez dans vos demeures ». C'est ça la base. Le soir, il y a un besoin, il y a une envie où elle lui dit non. Elle ment en disant « Je suis fatiguée, je peux pas, je suis ci, je suis cela ». Et l'homme, il craque. Et bien qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète. Bon, il fait des déclarations aussi sur la musique où il explique que c'est la voix de Satan, qu'effectivement les chanteurs seront transformés en singes ou en porcs s'ils ne se repentent pas, mais ce qui correspond en fait tout simplement à l'application de l'islam. Enfin voilà, en décembre 2013, Marwan Mohammad s'est rendu à la mosquée Al-Iman du Bourget sur l'invitation de Nader Abou Anas, à gauche sur la photo, pour y donner une conférence sur le thème de l'islamophobie. À l'instar de l'imam Abou Hudayfa qu'il connaît, Nader Abou Anas a été invité au dîner de gala annuel du CCIF en mai 2014. Amin Nedji. Amin Nedji est l'imam de la grande mosquée As-Salam de Tomblaine, Nancy. Il anime aussi le site internet de la mosquée Al-Wasat. Sur ce site, Amin Nedji expose des lois islamiques extraites directement du Coran ou des hadiths et la punition encourue pour ceux qui les transgressent.
On y trouve notamment un article intitulé « Décret sur l'enfant de la fornication » où est exposé le sort des hommes et des femmes reconnus coupables d'adultère. Bon, je vous passe les détails, ça parle de coups de fouet et de lapidation, donc c'est quelqu'un qui valide les coups de fouet, la lapidation, et qui a pignon sur rue en France. Mais mieux, dans un article sur son site, intitulé « Le djihad sous toutes ses formes », Amin Nedji expose les conditions de recours au djihad armé pour les musulmans. En temps normal, le djihad est une obligation pour la communauté dans son ensemble. Si un groupe de musulmans se charge d'accomplir l'effort de guerre et que leur force suffit pour repousser l'ennemi, il n'incombe aucunement au reste de la communauté de s'y astreindre. En revanche, certaines situations bien précises obligent chaque musulman, homme ou femme, jeune ou plus âgé, à accomplir le djihad du combat. Donc je ne vais pas tout vous lire. Vous mettez la vidéo sur pause si vous voulez lire dans les détails. En gros, il explique que si l'islam est attaqué, il faut tuer tout le monde. Et c'est pour ça qu'après les attentats du Bataclan, vous avez beaucoup de musulmans qui vous ont dit « Oui, mais regarde ce qui se passe en Syrie, etc. » C'est-à-dire que c'est prescrit dans l'islam. C'est-à-dire que si un pays musulman est attaqué, et que vous êtes musulman, par exemple vous êtes musulman français, et que la France bombarde un pays où il y a des musulmans, il est normal d'attaquer la France. Mettez sur pause, lisez les textes. Le 17 septembre 2015, le CCIF, représenté par son président Sami Deba, a signé une convention de partenariat avec le Conseil régional du culte musulman de l'Oran, représenté par Hamid Nedji. Vous en avez la capture d'écran. Au suivant, Hassan Bounamcha. Hassan Bounamcha est l'imam de la mosquée d'Aubervilliers. Donc c'est pas des gens planqués de ci, de là, c'est des gens qui ont pignon sur rue, en France. D'accord ? Surnommé aussi Ami Hassan, donc oncle Hassan, en raison de son âge avancé et réputé pour son charisme, il est souvent convié à tenir des prêches dans d'autres mosquées de France, Toulouse, Lyon, Aulnay, etc., etc. Ces prêches sont largement relayés par les sites communautaires musulmans. D'ailleurs, la majeure partie de ces prêches sont en ligne, de même qu'un agenda de ses interventions et des témoignages de convertis. En août 2007, Hassan Bounamcha a tenu les propos suivants sur la société française lors d'un prêche à la Grande Mosquée de Lyon. En France, le vice c'est quelque chose qui est, vous savez, une nature humaine, qui est facilitée par les médias. Je le pense de tout mon cœur. Comment voulez-vous vivre dans une société comme ça ? L'ennemi, c'est le shaitan, le diable, qui embellit les choses. Vous avez vu certaines personnes qui s'habillent d'une façon excentrique, attirante, comme elles marchent dans la rue ? Vous avez vu comment elles marchent ? D'un côté puis d'un autre. Vous avez vu ? Oui ou non ? Est-ce que c'est une démarche normale ? Ce n'est pas une démarche normale. Ce n'est pas une façon pieuse de marcher. Le shaitan, quand une femme sort de chez elle, il l'attend devant la porte avec un ange. Si elle sort d'une façon pieuse, c'est l'ange qui ira avec elle. Mais si elle sort d'une façon décadente, eh bien c'est shaitan qui vient. Et il habite où ? Les parties intimes sont derrière. Le problème, c'est que nous les musulmans, on commence à raisonner comme eux, parce que l'on s'est éloigné d'Allah. Ceux qui oublient Allah sont les vrais dévergonnés, les vrais pervers. Vous avez vu le séisme qu'il y a eu dans les années 80 à San Francisco ? C'est la ville, dans les années 80, où il y avait 3 millions de gays, un tiers de la Tunisie. Allah a envoyé un châtiment spécial, un tremblement de terre qui a fait en quelques secondes des milliers de morts. Mieux, il a explicitement approuvé le mariage forcé lors d'un prêche tenu en septembre 2013 à la Grande Mosquée de Boulogne-Billancourt. Donc vous voyez, c'est pas des petits lieux, c'est pas dans une cave ou je ne sais quoi. Avant que tu existes, Allah, il t'a déjà créé ton époux ou ton épouse. Donc la priorité des priorités, c'est de satisfaire Allah en passant par la satisfaction de tes parents. Si ton père ou ta mère disent non, alors tu ne l'épouses pas. Ah oui, mais pourtant, je suis amoureuse.
Tu as bugué parce que tu es tombée amoureuse? Ou tu es tombée amoureuse avant d'avoir l'agrément de qui? D'Allah. Parce que tu n'as pas le droit de tomber amoureux ou amoureuse. L'amour, il vient avant ou après. Le 11 mai 2013, Hassan Bonamcha a invité ses fidèles à assister au dîner de gala du CCIF. C'est une obligation de soutenir le CCIF, car ça fait partie de notre dogme de soutenir toute action qui protège notre religion. Participer à toute action qui pourrait aider le CCIF. Et vous, Français, que faites-vous de votre religion? Vous allez être mangé tout cru si vous ne réagissez pas. Et l'État ne vous sera d'aucun secours. Hassan Iqiyoussen. Hassan Iqiyoussen est un conférencier membre de l'UOIF, originaire de Denain, dans le 59. Il y a longtemps, il était l'imam de la mosquée d'Escodin, où son fils Ottoman Iqiyoussen lui a succédé. Actif depuis près de 20 ans, ses prêches et conférences sont très suivies. Le 24 mars 2014, Hassan Iqiyoussen poste sur sa chaîne YouTube un prêche consacré à l'apostasie dans l'islam, où il déclare « Nous avons le droit de quoi? De préserver la communauté de ce poison qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie qui a pour objectif, en fait, c'est une 5e colonne. Non, vous savez ce que c'est? Ce sont des traîtres, ce sont des collabos. Et chez nous, en France, un traître, un collabo, on lui met 12 balles dans la tête. Peloton d'exécution. Le 3 septembre 2016, Hassan Iqiyoussen déclare « Alors, au lieu de parler des vrais problèmes de la société, notamment le chômage, la précarité, on crée des faux problèmes. Le burkini, maintenant l'islam radical et politique. Et peut-être demain encore des attentats. On va surfer sur la vague du terrorisme islamiste. Et pourquoi cela? C'est parce que nous ne voulons pas, en tant que citoyens musulmans, assumer notre responsabilité et dire ça suffit, vous ne resterez pas dans l'impunité. Heureusement qu'il y a le CCIF qui fait un très bon travail. Vous voyez, pour Hassan Iqiyoussen, le problème, c'est pas qu'il y ait des attentats. C'est le chômage, c'est la précarité. Mais heureusement que le CCIF ne laisse pas impunis les gens qui disent qu'il y a un problème avec les attentats et le burkini. C'est ce qu'il déclare. Voilà, il a aussi été invité le 9 février 2013 à l'antenne du CCIF de Maine-et-Loire à Trélazé à une table ronde sur le thème de l'islamophobie décomplexée. Le 26 novembre 2017, Marwan Mohammad participait en compagnie de Hassan Iqiyoussen à la 6e rencontre des musulmans de l'Est au parc des expositions de Mulhouse. Adrien Guial, né en 1985 à Paris, connu sous le nom d'Abou Oussama Al-Faransi, ce qui veut dire le français, Adrien Guial se convertit à l'islam en 2002. Entre 2004 et 2007, il se rend à plusieurs reprises en Arabie Saoudite pour des pèlerinages et en Égypte pour étudier l'arabe et la théologie islamique. Il y fera la connaissance de Fabien Klein, autre djihadiste bien connu des services de renseignement français. Adrien Guial est repéré à cette époque par la sous-direction antiterroriste pour sa proximité avec Fabien Klein et son rôle d'administrateur et d'émir du forum internet islamiste Assar al-Haq, qui contenait de nombreuses revendications d'attentats émanant de diverses organisations terroristes et prônant le djihad, ainsi que des textes incitant à combattre ou encore à soutenir l'action conduite par Oussama Ben Laden. Arrêté en décembre 2008 pour avoir planifié un attentat contre le siège de la DCRI, Adrien Guial est condamné à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Libéré en juin 2012, il fréquente les milieux islamistes du Val d'Oise et prend la cogérance d'un garage à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Adrien Guial, l'autre voix française de l'État islamique. Le JDD.fr, 3 octobre 2016. En 2013, Adrien Guial s'investit dans l'association salafiste Ana Muslim, Je suis musulman, basée à Chelles, donc en Seine-et-Marne. Dans son manifeste, l'association affirmait que
La présence des musulmans en France en particulier et dans le monde occidental est le résultat du déclin de la civilisation islamique, ou encore que le musulman était devenu le jouet des puissances étrangères occidentales, qui sèment les graines de la déviation, de l'aliénation, de la dépravation, de l'ignorance et de l'incrédulité. Le 28 mai 2014, le ministère des Finances et des Comptes publics prend un arrêté en vertu de l'article 562.1 du Code monétaire et financier gelant les avoirs d'Anna Muslim, dont il considère qu'elle diffuse et laisse diffuser sur son site internet des messages favorisant le et incitant au terrorisme. Anna Muslim s'est dissoute le 15 juin 2014. En février 2015, Adrien Guial rejoint Daesh en Syrie, en compagnie de ses employés et de Fabien Klein. Il œuvre dans les canaux francophones des médias de Daesh, tels que le bulletin de la radio Al-Bayan. Adrien Guial a été formellement identifié par la DGSI comme la voix des revendications par Daesh de l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville le 13 juin 2016 et de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Le 24 mai 2018, les forces kurdes du FDS ont annoncé avoir capturé Adrien Guial près de Deir ez-Zor en Syrie. Au moment où Anna Muslim voyait ses avoirs gelés par le gouvernement français, le CCIF et Marwan Mohammad ont soutenu l'association. Marwan Mohammad publiant le message suivant sur sa page Facebook le 4 juin 2014. L'association Anna Muslim et ses administrateurs sont visés par des mesures d'intimidation. Quels que soient les désaccords de fond ou de forme qui peuvent exister dans l'immense diversité d'une communauté comme la nôtre, il faut être bien conscient que ce n'est pas juste un site qui est visé, mais bien tous ceux qui, comme les membres de Anna Muslim, seraient tentés de tenir des propos autres que celles préapprouvées par l'établissement. Voilà pourquoi il faut leur apporter soutien et assistance et dénoncer sans ménagement le traitement dont ils sont la cible. Non par adhésion à leurs idées, mais par respect de leurs droits les plus élémentaires, etc., etc., etc. Vous mettez sur pause si vous voulez tout lire. Donc les choses sont claires. C'est une association où on y trouve des terroristes, des égorgeurs, des gens qui ont participé, ou en tout cas qui ont revendiqué l'attentat de Nice, c'est-à-dire un attentat où on a écrasé des petits-enfants français, sans que la presse ne montre les images d'ailleurs. Le petit Thaïlande sur la plage, du matin au soir, il y avait des images. Par contre, les enfants français, des petites têtes blondes écrasées par un immigré, ça, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Donc ces gens ont quand même été soutenus indirectement par le CCIF. En tout cas, Marwan Mohammad a soutenu une association dont cet ignoble terroriste a fait partie. Ahmed Jabala. Ahmed Jabala est membre et ex-président de l'Union des organisations islamiques de France, UOIF. Structure dont il affirme qu'elle était une fusée à 2 étages. Le premier étage est démocratique, le second mettra en orbite une société islamique. La face cachée de l'UOIF, l'Express, 2 mai 2005. Ahmed Jabala est membre fondateur et secrétaire général du Conseil européen de la Fatwa et de la recherche, structure européenne des frères musulmans présidée par le prédicateur qatari d'origine égyptienne Youssef Al-Qaradawi, grande référence théologique du courant frériste. Il fait aussi partie de l'Association internationale des savants musulmans, dont le siège se trouve au Qatar et qui est érigé, là encore, par Youssef Al-Qaradawi. Ahmed Jabala est également enseignant en théologie musulmane et doyen de l'antenne de l'Institut européen des sciences humaines. La première cérémonie de remise de diplôme du siège de l'IESH, situé dans la Nièvre, a été présidée en 1992 par Youssef Al-Qaradawi, le théologien des frères musulmans, fut aussi invité en 2007 à l'antenne de l'IESH
de Saint-Denis, ouverte en 2001, pour inaugurer l'ouverture de son département de 3e cycle des sciences islamiques. Il s'y exprimera aux côtés d'Ahmed Jabala. Alors, tout de même, Youssef Al-Qaradawi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, émis par Interpol. Il est interdit d'entrer aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France depuis 2012. Et le 17 janvier 2018, il a été condamné par contumace à la prison à perpétuité en Égypte pour le meurtre d'un officier de police. Ahmed Jabala participait au dîner de gala du CCIF en mai 2014. Abdel Fattah Raoui. Le 30 août 2016, le CCIF publie un communiqué dénonçant le refus par l'Éducation nationale d'ouvrir l'école confessionnelle musulmane hors contrat El Bader de Toulouse. Le collectif exprime qu'aucun élément à charge valable ne justifie cette mise à l'index des autorités, si ce n'est que le directeur de l'école, Abdel Fattah Raoui, prend des positions critiques en direction des autorités locales en tant que simple citoyen. Cela dit, il était impossible d'accéder au registre des personnes, impossible de vérifier les titres exigés des enseignants, il n'y avait pas non plus de registre des élèves, et l'enseignement était déficitaire. Regardez les méthodes, il faut s'en inspirer. Le 5 septembre, le CCIF publie un entretien que lui a accordé Abdel Fattah Raoui et appelle ses sympathisants à interpeller l'Académie de Toulouse et le ministre de l'Éducation nationale sur le cas de l'école El Bader. Le 28 mai 2015, une petite sur les femmes, Abdel Fattah Raoui a été convié à tenir un prêche à la mosquée El Bader de Meaux, durant lequel il a déclaré « Parce que la femme doit être épanouie à l'école, mais jusqu'à l'école, on ne peut pas effectivement amener la femme avec son hijab. Elle a le droit. Elle a le droit d'enlever son hijab. Quel droit ? Et je le dis à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui regardent, le hijab est une obligation qui ne changera jamais. » Saoud Merah a suivi assidûment les cours de l'imam Abdel Fattah Raoui à Toulouse en 2011. Saoud Merah, qui c'est ? C'est la sœur de Mohamed Merah. Interrogée par son frère, Abdelghani, dans un reportage d'enquête exclusive diffusé le 11 septembre 2012, s'est dit fier des agissements de Mohamed Merah, estimant qu'il s'est bien défendu et a combattu jusqu'au bout. Elle a dit aussi affirmer penser du bien des Moudjahidines et de Oussama Ben Laden, déplorant que les Arabes parlent, tandis que les salafistes et les talibans, ils agissent. Interrogé à son sujet, Abdel Fattah Raoui l'a décrite comme une femme intelligente, soucieuse d'apprendre sa religion, une mère intentionnée, qui essaie de trouver sa place dans le pays dans lequel elle vit, préoccupée par l'éducation de ses enfants et une grande sœur responsable. Une femme d'une grande humanité qui ne supporte pas les injustices et est engagée pour la cause palestinienne, et je suis d'accord avec beaucoup de ses engagements. Les propos tenus par Saoud Merah sur son frère et Oussama Ben Laden ne montraient selon lui que le côté noir de cette personne. Saoud Merah, sœur de Mohamed et salafiste jusqu'au bout des ongles. La Dépêche.fr, 14 novembre 2012. Bon, en mai 2014, Saoud Merah a tenté de se rendre en Syrie via la Turquie. Abdel Fattah Raoui a quand même ouvert illégalement son école El Bader à la rentrée 2016 et il se retrouvait poursuivi et comparé le 17 novembre 2016 pour violence aggravée et répétée à l'encontre de mineurs de moins de 15 ans par une personne dépositaire de l'autorité, ouverture illégale de classes de collège et refus de se soumettre à la mise en demeure. Le 15 décembre 2016, Abdel Fattah Raoui est condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois de prison avec sursis. Et l'interdiction d'enseigner et de diriger un établissement scolaire pour avoir mis en place des enseignements non conformes aux exigences de l'éducation nationale et n'avoir pas tenu compte des mises en demeure de l'inspection académique de Haute-Garonne. Il est aussi condamné à 2 mois de prison avec sursis et 500 € de dommages et intérêts pour violence sur des élèves
ainsi qu'à 3 000 € d'amende pour l'ouverture illégale de classes de collège dans un établissement qui avait l'autorisation d'accueillir uniquement des enfants de la maternelle au CM2. Le tribunal a aussi confirmé la fermeture de l'école El Bader. Donc, 6 mois de prison avec sursis et 3 500 € d'amende. Il a quand même saisi le Conseil constitutionnel et le 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a validé la décision du tribunal correctionnel de Toulouse. Cependant, l'école El Bader est à ce jour encore ouverte et dirigée par Abdel Fattah Raoui, qui a réaffirmé sa volonté d'ouvrir des classes de collège à la rentrée 2018. Pas de problème. Tariq Ramadan, j'ai un dossier sur Tariq Ramadan, écoutez, je vais pas le faire. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur Tariq Ramadan parce que... puis de toute façon, lui, je pense que c'est fini. Hani Ramadan, rapidement, son frère. Donc c'est un islamologue suisse-égyptien qui a justifié les châtiments corporels et la lapidation des femmes en septembre 2002, dans une tribune publiée dans Le Monde, intitulée « La charia incomprise ». Oui, d'accord. En 2003, il s'est quand même fait licencier de son poste de professeur de français par le gouvernement genevois. Il a quand même écrit en 2011 « Le monde musulman est en ébullition. Cette force peut et doit être orientée vers un État islamique, un État appliquant le Coran et la Sunna. Les musulmans ne retrouveront jamais leur bonheur perdu s'ils ne reviennent pas au djihad et ne cherchent pas à établir un État islamique. » Frappé d'une interdiction administrative du territoire français en date du 7 avril 2017, Hani Ramadan a été interpellé à Colmar et reconduit à la frontière suisse le lendemain, le ministre de l'Intérieur de l'époque ayant expliqué dans un communiqué que M. Hani Ramadan était connu pour avoir dans le passé adopté un comportement et tenu des propos faisant peser une menace grave sur l'ordre public sur le sol français. Le 15 juin 2018, le gouvernement français publie un arrêté gelant pour une durée minimale de 6 mois les avoirs de Hani Ramadan en France. Hani Ramadan a appelé à soutenir l'action du CCIF en 2013, dans la perspective de son 10e anniversaire. Il a participé cette même année au dîner de gala du collectif. Le 12 avril 2017, l'Union française des consommateurs musulmans, UFCM, dont Sami Deba est membre du bureau, a publié un communiqué dénonçant l'expulsion de Hani Ramadan qui aurait fait l'objet d'un acharnement des autorités et lui a apporté son total soutien. Le 14 octobre 2017, l'UFCM a organisé dans le cadre d'un cycle contre la censure une visioconférence avec Hani Ramadan intitulée Hassan el-Banna, élément de sa vie et de sa pensée. Hani Ramadan, s'exprimant depuis le Centre islamique de Genève, se livrera à une apologie de l'œuvre de son grand-père, fondateur de la Société des frères musulmans en Égypte. Donc, l'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Tel est le slogan du CCIF, qui nous rappelle que l'association entend d'abord mener son action sur un plan judiciaire. On peut aussi voir que le crime de blasphème a été rétabli d'une certaine manière en France. Il y a eu quelqu'un qui a été condamné, je crois, à près de 6 mois de prison, parce qu'il a mis des lardons dans la boîte aux lettres d'une mosquée. En Angleterre, vous avez quelqu'un qui a fait de la prison ferme pour avoir mis des sandwichs au jambon sur les marches d'une mosquée. Je crois qu'aussi au Canada, au Québec, le crime de blasphème contre l'islam existe. Donc, vous voyez, ces organisations tentaculaires, financées par vous savez qui, sont en train d'imposer l'islam, d'imposer la terreur de parler, la terreur d'agir, auprès des populations autochtones européennes. Vous avez deux consorts. D'un côté, le monde de la finance, du sans-frontiérisme, avec l'islam conquérant. L'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie, ça permet d'islamiser. On vient de le voir, donc le CCIF, c'est un paravent.
Dans le préambule de son premier rapport d'étape sur l'islamophobie en France, le CCIF met en exergue la porosité de la frontière sémantique entre rejet de l'islam et critique de ses dimensions théologiques ou politiques, et proclame sa volonté d'être attentif aux expressions douces et détournées de l'islamophobie, car c'est principalement par ce canal que se construisent une large partie des sentiments de rejet et des fantasmes sur l'islam et les musulmans. Concernant les thèses et l'existence d'un racisme d'État et d'une impunité judiciaire dont jouiraient les auteurs d'actes islamophobes, il faut souligner que le rapport du CCIF ne contient aucune statistique relative aux résultats des enquêtes de police et aux décisions de justice. En fait, ça se base essentiellement sur des témoignages, donc c'est pas vérifiable. Vous comprenez ? D'autant plus que le CCIF donne une définition assez extensive de l'islamophobie, amalgamant souvent critique de l'islam et rejet des musulmans. Or, il faut rappeler que le droit français ne met pas sur le même plan la critique de l'islam, qui s'adresse à un système de croyance et de pensée, et la persécution des musulmans, qui prend pour cible des personnes. Il s'avère, en tout cas, qu'une partie des actes mentionnés dans ces rapports concerne de manière évidente des décisions de justice prononcées contre des institutions et ou des personnes liées à l'islam radical ou contre des malversations. On y trouve par exemple, dans le rapport sur l'islamophobie en France portant sur la période d'octobre 2003 à août 2004, considéré comme acte islamophobe, l'expulsion vers la Turquie, où Orhan Arslan et Omer Öztürk tenaient des propos hostiles aux Occidentaux, aux chrétiens, envers les chrétiens, et faisaient et déclaraient admirer Oussama Ben Laden. C'est-à-dire que expulser des personnes comme ça, c'est considéré comme un acte islamophobe par le CCIF. C'est compté comme un acte islamophobe. La fermeture d'une salle de prière à Châtenay-Malibry, dans le 92. L'expulsion vers l'Algérie de l'imam de Brest. L'expulsion aussi vers l'Algérie de l'imam de Vénissieux, etc. C'est-à-dire que quand un musulman qui applique à la lettre l'islam, quand ces gens appellent au djihad, etc., sont expulsés, ils sont comptés, c'est compté comme un acte islamophobe. Bon, je peux en citer d'autres. La fermeture des 2 salles de prière de Clamart à Bagneux dans le 92, tenue par des salafistes, la fermeture d'une mosquée à Levallois-Perret dans le 92, la fermeture d'une école coranique clandestine à Grigny dans le 77, enfin, tout ça, ce sont des faits qu'on retrouve dans leur rapport à eux, qui sont tenus comme fermeture de la mosquée du Faubourg Saint-Denis, rassemblement de citoyens et d'élus contre la venue de Hani Ramadan à Lyon, invité par une association musulmane. C'est compté, c'est dans leur rapport dans le CCIF comme des actes islamophobes. Etc., etc., il y en a des tonnes. Alors le CCIF a quand même fait des grandes mobilisations. D'abord, la loi du 15 mars 2004. Il y a eu aussi, en 2008, l'affaire de la crèche de Babilou, où Madame Afif est venue travailler avec un voile islamique, ce qui a créé tout un tas de problèmes, et le CCIF s'est manifesté dans cette affaire. Vous avez eu aussi la loi du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, et le CCIF a porté l'affaire devant la haute juridiction européenne. Je cite, la haute juridiction européenne a une fois de plus légitimé une loi islamophobe, à la portée discriminatoire évidente et exclusivement attentatoire aux droits et libertés individuelles des femmes, au nom principalement de la marge de manœuvre nationale et d'une notion dépourvue de toute valeur juridique en droit français comme en droit européen, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retirer de la tête de nos compatriotes. Je vous le dis clairement, parce que vous voyez comment ces gens s'en servent pour avancer. Quand Ikea a fait apparaître en 2012 une employée voilée dans son agenda, eh bien, le CCIF s'est manifesté
en disant que c'était une manière de faire avancer la cause du vivre ensemble. Ils se sont aussi servis de cet argument devant l'Observatoire de la laïcité. Maintenant, parlons un petit peu de la campagne. Nous aussi sommes la nation. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Nous aussi sommes la nation. Qui a donné son titre au deuxième livre de Marwan Mohammad, a été organisé par le CCIF à l'automne 2012. Selon l'ex-directeur du collectif, l'idée de départ, c'était de mener une grande opération de communication qui interroge les notions d'identité, d'appartenance, de nationalité et d'islamité. Marwan Mohammad estimant qu'à l'époque, il était fréquemment demandé aux musulmans de choisir entre leur foi et leur nationalité. L'appartenance religieuse et l'appartenance nationale étant construites dans la question comme des choix mutuels exclusifs. Cette campagne s'apparentait sous la forme et le fond à une ode au multiculturalisme et une attaque envers l'assimilationnisme français. Entre nous pour ceux qui y croient. La principale affiche utilisée pastichait le célèbre tableau du serment de Jeu de Paume, peint par Jacques-Louis David en 1792, pour montrer, selon Marwan Mohammad, des symboles se situant dans une dimension essentiellement d'inclusion, en rupture avec l'assimilationnisme hégémonique, mais aussi des personnes de couleurs différentes, avec des codes vestimentaires qui peuvent signaler une appartenance religieuse ou pas. Parlons un petit peu de la réaction aux attentats islamistes. Suite aux attentats commis par Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse et à Montauban, qui ont fait 7 morts, dont 3 enfants et 6 blessés, Marwan Mohammad publie une série de tweets le 22 mars 2012. Suite à l'attentat commis par Mehdi Nemmouche le 24 mai 2014 au musée juif de Bruxelles, qui a causé la mort de 4 personnes, le CCIF publie le 4 juin un communiqué intitulé « Les dérives de la lutte antiterroriste », dans lequel il relativise l'importance du terrorisme islamique. Le CCIF affirme, en prétendant s'appuyer sur les rapports d'Europol, que, pour l'année 2013, Europol recense ainsi, à travers l'Europe, 152 actes de terrorisme. Sur ces actes seuls, 2 sont rattachables à des mouvements d'inspiration religieuse, soit 1,3% des actes. Le terrorisme islamique est donc un fait totalement marginal au sens statistique, même s'il occupe nos écrans et qu'il est invariablement mis en avant dans la production de menaces musulmanes. Or, si on élargit l'analyse statistique à la décennie 2004-2013, les rapports d'Europol nous montrent que sur un total de 369 victimes mortelles provoquées par les attentats terroristes commis en Europe durant cette période, les attentats islamiques ont causé la mort de 261 personnes, les attentats d'extrême droite de 79 personnes, les attentats séparatistes de 20 personnes et les attentats d'extrême gauche de 9 personnes. Sur cette période, les attentats islamistes sont donc responsables de 70% des morts du terrorisme en Europe. Le 26 septembre 2014, alors que plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées devant la Grande Mosquée de Paris en hommage à Hervé Gourdel, français kidnappé et décapité le 23 septembre par une organisation djihadiste algérienne affiliée à l'État islamique, le CCIF exprime son scepticisme face à ce rassemblement en déclarant que les musulmans ne doivent pas jouer le jeu islamophobe, qui consiste à les placer en coupables et suspects idéaux, les poussant sans arrêt à se justifier pour les agissements de tiers. Sachant tout ce que je vous ai dit avant, tous les profils qu'on a vus ensemble, avec toutes ces personnes qui gravitent autour du CCIF ou qui en ont fait partie. Ils disent des choses pareilles, mais ça va encore plus loin. Suite à l'attentat, le 7 janvier 2015, suite à l'attentat perpétré par les frères Kouachi contre la rédaction de Charlie Hebdo, le CCIF publie un communiqué lapidaire dans lequel il déclare « Nous attendons de la part de nos représentants des discours responsables qui éviteront toute stigmatisation malvenue des citoyens de confession musulmane et qui éviteront d'alimenter un climat lourd de préjugés et de rejet. » Suite à l'attentat commis le 26 juin 2015 à Saint-Quentin-Fallavier par Yassine Sali,
qui a décapité son employeur, le CCF publie le jour même un communiqué dans lequel il affirme que le danger ne réside pas dans les vaines tentatives de groupes armés de déstabiliser la République. Ces principes sont assez ancrés dans l'esprit des Français et l'histoire de notre pays l'a maintes fois montré. Le vrai danger réside du côté de ceux qui utilisent ces événements pour déverser leur haine contre une partie de la population qui est, de fait, celle qui paye le plus lourd tribut face au terrorisme. Mais ça va encore plus loin. Le lendemain de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, le CCIF publie un communiqué où il en appelle à l'extrême vigilance des autorités et prône 3 points d'action prioritaires. Renforcer le dispositif de protection des lieux de culte, notamment dans la région de Nice. Accentuer la surveillance des mouvements racistes et identitaires qui multiplient les appels à la haine et incitent explicitement à des représailles à l'encontre de nos concitoyens musulmans. Réévaluer la politique antiterroriste sur les bases de rapports rendus récemment et comprendre les dérives de l'état d'urgence où le ciblage abusif des musulmans amoindrissent la capacité de nos services de renseignement et, en définitive, ne garantissent pas notre sécurité. D'ailleurs, le 13 mars 2018, le CCF publie une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron, dans laquelle il écrit « Le bon sens républicain nous oblige à veiller à ce que les institutions et les valeurs qui nous permettent de vivre ensemble soient protégées des attaques des radicalisés de la laïcité. Le bon sens républicain doit s'appliquer fermement et empêcher toute ingérence laïciste avec la même énergie que celle déployée contre le terrorisme, parce qu'ils sont les 2 faces d'une même pièce. » Voilà, vous avez eu aussi le soutien de Marwan Mohammad aux prières de rue qui ont lieu à Clichy, où je crois qu'il y a eu dans une prière l'appel à tuer les infidèles. Et du coup, vous avez eu quelques élus qui ont fini par manifester. Bon, tout ça pour dire que vous avez des structures qui agissent, qui sont soutenues par certains lobbies, qui sont d'ailleurs indépendants du monde musulman, qui agissent au sein de la société, qui sont organisés et qui prennent des parts du territoire de plus en plus grandes. Si nous n'agissons pas aussi en nous structurant avec nos méthodes, eh bien, nous allons nous faire dévorer. D'autant plus que, en réalité, nous sommes majoritaires. Nous détenons un patrimoine plus important. Nous avons des capacités logistiques, si nous le désirons, beaucoup plus fortes, avec des relais beaucoup plus importants. Le problème, c'est que nous sommes désorganisés actuellement. N'attendez rien de l'État. Personne ne viendra vous aider. L'État n'est plus en mesure de nous protéger. Et on ne combattra pas l'islamisation de notre pays en restant individualiste. Il faut bien comprendre. Et c'est pas non plus avec la liberté sexuelle, avec la laïcité, c'est-à-dire avec l'homo festivus et avec la jouissance permanente et l'individualisme que nous combattrons ces gens. On combat une religion avec une autre religion. Nos racines chrétiennes sont en capacité de nous défendre vis-à-vis de ça. À la limite, j'ai rien contre ces gens. C'est vrai que sur de nombreux points, notre société est décadente. Nous ne faisons plus d'enfants, nous ne savons plus qui nous sommes. Et si nous ne sommes pas capables de renouveler nos traditions chrétiennes, de nous réenraciner à travers notre héritage, eh bien il est tout à fait logique que ces gens prennent pied et prennent place dans la société. Il y a des causes qui nous sont propres. Cela ne nous arrive pas par hasard. Il ne s'agit pas d'être vindicatif envers cette personne. Il s'agit de nous réapproprier ce que nous sommes.
Et nos traditions, nos valeurs sont avant tout chrétiennes. C'est ce qui a fait la France, c'est ce qui nous relie. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on oppose un système de valeurs à un autre. Si c'est de la liberté individuelle, avec de la liberté individuelle, quelle qu'elle soit, ça ne marche pas. Si chacun est libre de suivre ses propres valeurs, il n'y a plus de valeurs communes. S'il n'y a plus de valeurs communes, la société s'écroule. Et qu'est-ce qui va refaire société? L'islam. L'islam ou une renaissance. Une renaissance chrétienne. Alors, renouvelée. Mais s'il vous plaît, faites attention. Je suis pas là pour vous faire peur, mais il faut que vous compreniez que c'est pas avec l'hédonisme ou avec le nihilisme en disant qu'il n'y a pas de problème que nous allons nous en sortir. La République, elle n'est plus en mesure de nous protéger. Je suis le premier à le déplorer, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que la République est basée sur la liberté de la personne. Donc c'est aussi la liberté pour ces personnes d'agir. Vous comprenez, c'était possible dans une société, on va dire monoculturelle, ou en tout cas avec un christianisme sécularisé. Aujourd'hui, ce monde-là n'est plus. Si nous arrivons à renouveler nos traditions, si nous arrivons à nous relier à ce qui a fait notre pays, à nos ancêtres, si nous arrivons à nous relier à notre histoire, à notre patrimoine, à notre capital immatériel, alors nous serons en mesure de combattre ces gens. Mais c'est pas avec des vociférations sur la liberté individuelle que nous pourrons faire quoi que ce soit. Donc je vous invite à vous organiser autour de communautés, à remettre l'église au centre du village. Vous devez le faire, vous devez comprendre les enjeux. Cette chaîne, elle sert à ça. Vous avez différentes pistes que j'ai déjà évoquées dans des vidéos précédentes. Français, surtout ne restez plus inactifs. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, restez solides.